Merci, Monsieur le député. La parole, pour la question pour Madame la garde des Sceaux, ministre de la Justice, par Monsieur Alexandre Holroyd. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, ma question est relative à la situation des couples de même sexe ayant conclu un civil partnership au Royaume-Uni, converti à la suite en mariage de droit britannique. Beaucoup de nos compatriotes éprouvent en effet des difficultés à faire retranscrire ce mariage en France. En effet, l'administration française conteste la retranscription dans notre état civil, bien que la conversion en mariage est tout à fait légale au regard du droit britannique dans lequel elle a été réalisée. Pour pallier à ce type de situation, la loi française précise bien qu'elle prend également en compte les unions réalisées selon les formes usitées dans le pays en question, ce qui correspond à cette situation. Plusieurs couples franco-britanniques se heurtent à cet obstacle et ne voient que la perspective ou d'un contentieux avec le parquet de Nantes pour remédier à leur situation, ou alors d'un divorce au Royaume-Uni suivi d'un remariage en France. Dans une réponse à une lettre que j'ai envoyée à Mme la garde des Sceaux le 19 octobre, il m'a été indiqué qu'au terme des articles 171.1, 171.8 et 171.2 du Code civil, plusieurs éléments faisaient obstacle à cette transcription, notamment l'exigence de comparution personnelle et de publicité. Or, dans de très nombreux cas, ces conditions sont remplies dans le cadre de la conclusion d'un civil partnership converti par la suite en mariage au Royaume-Uni. Monsieur le ministre, je voulais vous demander donc que peut faire le gouvernement pour résoudre cette situation qui est très douloureuse pour les personnes concernées en ce qu'elle remet en cause la sincérité de leur union. Est-ce qu'une modification réglementaire ou législative pourrait être une réponse appropriée ? Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Oui, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Alexandre Holroyd, je vais répondre à la place de la garde des Sceaux qui m'a demandé de le faire et vous prie de l'excuser puisqu'elle ne pouvait pas être là ce matin. Elle me demande donc de vous dire que les civil partnerships de droit anglais peuvent en principe produire pleinement leurs effets en France, où ils sont assimilés à un pacte civil de solidarité, un PACS, dans la mesure où l'article 515.7 du Code civil prévoit que les conditions de formation et les effets d'un partenariat enregistré, ainsi que les causes et les effets de sa dissolution, sont soumis aux dispositions matérielles de l'État, de l'autorité qui a procédé à son enregistrement. Les difficultés rencontrées par certains de nos concitoyens tiennent au fait que le droit anglais permet désormais la transformation du civil partnership en mariage, et ce de manière rétroactive. Le mariage contracté en pays étranger entre Français ou entre un Français et un étranger est effectivement valable chez nous s'il a été célébré dans les formes usitées dans le pays de célébration. Notre droit exige cependant de surcroît que certaines formalités préalables au mariage soient remplies lorsque l'un des époux est français, à savoir la délivrance d'un certificat de capacité à mariage et la publication des bans. Le mariage d'un Français requiert en outre sa présence au terme de l'article 146.1 du Code civil et il doit être contracté publiquement en application de l'article 191 du même Code. Lorsque ces conditions ne sont pas réunies, l'autorité diplomatique ou consulaire sursoit à la transcription du mariage et informe le procureur de la République. La comparution personnelle de l'époux français et la publicité permettent de s'assurer de la réalité du consentement de l'époux français. L'intention du législateur, qui a introduit en 1993 cette condition de fond tenant à la présence des époux, était bien de lutter contre les mariages de complaisance. Il est important à cet égard de rappeler qu'en l'état de la législation actuelle, ces conditions s'apprécient logiquement au jour de la célébration du mariage, date à laquelle le mariage produit ses effets entre les époux. En droit français, un mariage ne saurait emporter d'effet rétroactif à une date antérieure à sa célébration, à la différence de la législation au Royaume-Uni. La législation au Royaume-Uni s'intitulant le Marriage Same-Sex Couples, qui est un acte de 2013, et qui prévoit que le mariage issu d'une conversion d'un partenariat civil doit être considéré comme ayant existé depuis la date de la constitution du partenariat civil. Nous n'oublions toutefois pas nos nombreux compatriotes qui vivent à l'étranger et il n'est évidemment pas question de remettre en cause la sincérité de leur engagement. Une réflexion va donc être engagée par les services de la garde des Sceaux afin d'examiner si les obstacles actuels sont susceptibles d'être levés pour tenir compte de la situation matrimoniale de ces couples franco-britanniques dans le respect de notre ordre public international et de notre politique de lutte contre les mariages de complaisance. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur le député.
Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Juste pour vous remercier de cet engagement qui est du lancement d'une étude sur la question. Et il me paraît que depuis les années 90, la situation a changé en termes de quantité de Français qui habitent à l'étranger, puisqu'il y a à peu près l'équivalent de la ville de Bordeaux maintenant qui vit au Royaume-Uni, et donc que dans ces conditions, il est impératif qu'on se souvienne de l'esprit de la loi, plutôt que de la technicité et de problèmes qui peuvent exister de traduction, de régime entre deux pays, particulièrement entre un partenaire aussi proche qu'est celui du Royaume-Uni. Donc merci beaucoup de votre attention. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Xavier Rozoren, à Madame la Garde des Sceaux, ministre de la Justice. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Ministre de la Justice. J'associe à cette question mes collègues Frédéric Lardet, Marion Lenne et Véronique Rioton. La loi de finances pour 2018 prévoit une hausse de 2,9% des crédits alloués à la justice. Une augmentation supérieure à la moyenne constatée depuis 2012 qui traduit les engagements pris lors des campagnes électorales. Cependant, comme vous l'avez souligné à de nombreuses reprises, ces crédits supplémentaires ne permettront pas de résoudre durablement les problématiques actuelles. Des réformes en profondeur de notre système sont donc nécessaires et je vous rejoins sur ce point. À ce titre, une réforme de la carte judiciaire est actuellement en cours de réflexion et je souhaite vous interpeller sur le sujet. La dernière réforme en la matière, initiée en 2007 sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, n'a pas répondu aux attentes des professionnels de la justice et des citoyens. Elle a engagé une série de fermetures de tribunaux sans prendre réellement en compte les données démographiques et les besoins locaux. Dans ce contexte, la réforme que vous avez annoncée inquiète les acteurs locaux. En Haute-Savoie, le risque de fermeture de la Cour d'appel de Chambéry et des tribunaux de grande instance de Bonneville et de Thonon-les-Bains élève de nombreuses craintes. La disparition de ces tribunaux ne permettrait pas d'assurer un égal accès à une justice de qualité et de proximité. Dès lors, pouvez-vous nous donner les précisions quant aux objectifs de cette réforme? Lors de votre déplacement à Nantes avec le Premier ministre, vous avez annoncé que cette réforme se traduira par la fermeture d'aucun lieu de justice et que le maillage actuel sera conservé. Pouvez-vous nous confirmer le maintien de la Cour d'appel de Chambéry et les tribunaux de grande instance de Bonneville et de Thonon? Merci. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Xavier Rozoren, la garde des Sceaux a souvent évoqué la question de la réorganisation de notre réseau judiciaire. Il s'agit d'un sujet très sensible pour nos territoires et pour l'ensemble des acteurs du monde judiciaire. La garde des Sceaux a lancé le 5 octobre avec le Premier ministre les 5 chantiers de la justice qui traduisent notre volonté de transformer la justice de notre pays, dont vous avez souligné la nécessité. C'est une des grandes priorités du Président de la République et du Premier ministre, et comme vous l'avez relevé, l'augmentation du budget pour 2018 de 3,9% et la création de 1000 emplois en attestent. S'agissant de l'adaptation de l'organisation territoriale de la justice, Nicole Belloubet a demandé à 2 anciens présidents de votre commission des lois, messieurs Houillon et Rimbourg, de mener une mission de concertation avec l'ensemble des parties prenantes sur la question de l'organisation judiciaire. Ils ont rendu leur rapport le 15 janvier. Ils ont reçu dans ce cadre près de 200 personnes et à leur demande une délégation de la Cour d'appel de Chambéry, composée des chefs de cour et du bâtonnier Alain Martier. Ils ont écouté les propositions qui ont été formulées et entendu les craintes et les inquiétudes. La volonté de la garde des Sceaux est claire. Le maillage actuel de nos juridictions sera maintenu et les propositions des référents de ce chantier vont parfaitement dans ce sens. Toutes les cours d'appel seront maintenues, avec à leur tête un premier président et un procureur général. Une concertation va maintenant s'engager. Le rapport propose l'attribution d'un rôle de coordination, d'animation régionale et de pilotage budgétaire à une cour d'appel régionale. S'agissant des juridictions de première instance, toutes seront maintenues. Une réflexion va être engagée sur la mise en cohérence de l'organisation judiciaire avec l'échelon administratif du département. Et le rapport propose de créer au lieu et place des actuels tribunaux d'instance et de grande instance, des tribunaux de proximité et des tribunaux judiciaires en fonction des caractéristiques des territoires et des volumes et types de contentieux. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le député, vous avez la parole. Merci, Monsieur le ministre, pour ces précisions qui ne manqueront pas de rassurer les citoyens et l'ensemble des professionnels de la justice. J'ai conscience qu'une réorganisation est nécessaire sur l'ensemble du territoire et je tiens à vous signaler que les professionnels de justice au Savoyard que j'ai rencontrés et que je vais rencontrer à nouveau travaillent sur le sujet.
et je suis à l'entière disposition du ministère pour travailler sur ces sujets et en particulier sur la partie Haut-Savoyard. Merci, monsieur le député. La parole est à madame Danielle Hérin, à madame la ministre pour une question, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. La parole est à madame Danielle Hérin. Merci madame la présidente, madame la ministre. Je connais l'importance que vous accordez à la transition, ou plutôt la révolution numérique qui est en cours. Elle impacte nos comportements quotidiens et tous les secteurs de l'économie, créant de nouveaux métiers ou faisant évoluer les métiers existants. Le défi est à la fois sociétal et économique. Dès lors, l'informatique doit entrer dans le socle commun des compétences de tous les citoyens, au même titre que le français ou les mathématiques. Dès janvier 2016, le président Obama a lancé le programme L'informatique pour tous et déclaré que les savoirs fondamentaux de l'élève étaient lire, écrire, compter et coder. Même si le terme coder n'est peut-être pas le plus approprié, il est urgent de le considérer comme fondamental dans l'apprentissage des enfants et que l'enseignement de l'informatique soit assuré à tous les niveaux. Les entreprises du numérique sont déjà victimes d'une pénurie d'informaticiens bien formés. Des efforts ont été faits pour faire évoluer le système éducatif français en introduisant des enseignements d'informatique dans l'enseignement scolaire, les collèges et les lycées. Mais ces enseignements sont parcellaires et souvent hétérogènes d'un établissement, d'un territoire à l'autre. Il est urgent qu'à l'image de nombreux autres pays, l'informatique soit reconnue comme discipline à part entière au sein des établissements scolaires. Un véritable corps professoral dédié soit reconnu par la création d'un CAPES et d'une agrégation en informatique. Que la formation continue soit développée en lien peut-être avec le ministère du Travail. Madame la ministre, monsieur le ministre, quelle est votre position sur ces trois éléments? Je vous remercie. Merci madame la députée. La parole est à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Danielle Hérin, votre question porte un diagnostic lucide sur les enjeux de l'informatique dans notre société et dans notre économie. À cet égard, depuis le 8 décembre 2015, il existe un CAPES mathématiques option informatique où la moitié des épreuves concernent l'informatique et les épreuves de ce concours sont définies par l'arrêté du 2 novembre 2015, modifiant l'arrêté d'avril 2013, fixant les modalités d'organisation du concours du CAPES. Ce CAPES présente deux options, une option mathématique et une option informatique, pour laquelle 2 épreuves écrites d'admissibilité et 2 épreuves orales d'admission sont prévues. Au stade des épreuves d'admissibilité, une première épreuve de 5 heures est constituée d'une ou plusieurs situations d'études. L'épreuve consiste en leur traitement et permet d'apprécier la connaissance de notions d'informatique au programme du concours et sollicite aussi les capacités de raisonnement du candidat, son aptitude à programmer ainsi que sa maîtrise de la langue française. À l'admission, pour l'option informatique, l'épreuve comporte un exposé du candidat suivi d'un entretien avec le jury et prend appui sur les programmes d'enseignement de spécialité informatique et sciences du numérique du lycée général et technologique, mais aussi d'algorithmique appliquée des sections de techniciens supérieurs et du thème algorithme et programmation présent dans les programmes de mathématiques du collège. Les notions traitées dans ces programmes doivent pouvoir être abordées avec un recul correspondant à un niveau master. En outre, concernant l'agrégation de mathématiques, il existe depuis 2006 une option spécifique, l'option D, qui permet de concourir au stade de l'admission dans 3 épreuves d'informatique, informatique fondamentale et modélisation informatique, et depuis 2014, analyse des systèmes informatiques. C'est une épreuve qui demande notamment la maîtrise d'un langage de programmation, Java C ou Python. Ainsi, comme vous pouvez en juger, ni l'enseignement supérieur ni l'enseignement secondaire ne sont indifférents à la question de l'enseignement de l'informatique. Le nouveau CAPES étant de création récente, il est nécessaire de le laisser encore mûrir afin d'en évaluer la portée, le cas échéant d'approfondir le champ des concours que l'on pourrait ouvrir pour le recrutement de professeurs dans cette discipline. Ceci devra bien sûr se penser de façon coordonnée avec la réforme du baccalauréat et du lycée qui est en cours de concertation et où les compétences en informatique seront sans aucun doute un atout pour nos jeunes. Au-delà, nos capacités à retenir dans le champ de la fonction publique des informaticiens qui, comme vous le savez, sont extrêmement courtisés en France comme à l'étranger, est aussi une question centrale dont nous devrons nous préoccuper. Je vous remercie. La ministre, Madame la députée.
Merci beaucoup, Madame la Ministre. En effet, il existe le CAPES comme en agrégation, côté mathématiques, une option informatique. Or, on constate en effet qu'il y a d'une part le milieu économique, et ça je le constate depuis quelques années, et ça s'accentue, me semble-t-il, qui est très demandeur de principes informatiques beaucoup plus développés et disciplines peut-être en tant que telles, reconnues en tant que telles. Je comprends très bien que le CAPES existant, qui est un CAPES de mathématiques avec une option en effet informatique et d'appareil pour l'agrégation, est une avancée. C'est important, mais je pense qu'il faut aller au-delà. Et que ce soit le milieu académique comme le milieu professionnel, à ma connaissance, eh bien, ces personnes-là sont vraiment demandeurs de discipline en tant que telle. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre préoccupation, Madame la Ministre, mais aussi Monsieur le Ministre. Merci beaucoup. Merci, Madame la députée. La prochaine question sera posée par Monsieur Charles de la Verpillière à Monsieur le Ministre d'État, ministre de l'Intérieur. La parole est à Monsieur le député Charles de la Verpillière. Merci, Madame la Présidente. Je souhaiterais effectivement que le ministre de l'Intérieur confirme que les communes membres d'un syndicat intercommunal d'électricité, régi par l'article L5212-24 du Code général des collectivités territoriales, peuvent verser des fonds de concours aux syndicats lorsqu'ils réalisent sur leur territoire, conformément à ces statuts, des travaux publics de toute nature. Le texte applicable est l'article L5212-26 du Code. Il prévoit, je cite, « Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un établissement public local, des fonds de concours peuvent être versés entre un syndicat visé à l'article L5212-24 et les communes membres. » Les préfectures n'ont pas toutes appliqué cet article de la même façon, certaines acceptant le versement de fonds de concours par les communes aux syndicats, d'autres le refusant. Pourtant, le texte est clair. L'emploi des termes génériques « équipement public local » montre à l'évidence que les communes peuvent financer non seulement les travaux portant sur les réseaux de distribution d'électricité, mais aussi tous ceux que le syndicat réalise sur leur territoire, le plus souvent à leur demande, dans le cadre des compétences optionnelles du syndicat, par exemple l'éclairage public,